Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose un podcast sur l'expatriation parce que vous êtes assez nombreux à me poser la question assez régulièrement, à savoir comment se passe notre vie en Espagne, comment on a fait pour partir, comment ça se passe les enfants, etc. Donc il y a pas mal d'interrogations par rapport à notre départ de France. Donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne thématique. Alors j'ai décidé d'aborder sous le prisme de ce que les Espagnols m'apprennent au quotidien, parce que au-delà de partir en expatriation, nous on vient rechercher l'authenticité, on veut essayer de comprendre cette nouvelle culture et on veut surtout, s'intégrer parfaitement dans cette nouvelle vie et essayer d'en tirer que les bénéfices de l'expatriation à ce niveau-là. Alors, ce que je vais dire dans le podcast d'aujourd'hui, c'est vraiment mon expérience personnelle, c'est vraiment mon ressenti personnel. Je pense que chaque expatriation est vécue d'une manière différente en fonction de différents facteurs, différents contextes. Nous, aujourd'hui, notre expatriation, elle est volontaire, donc c'est vraiment de plein gré qu'on est là, c'est vraiment de plein gré qu'on a fait les choix, nos choix actuels. Donc je pense que chacun vit son expatriation différemment, surtout si c'est une expatriation qui est subie, forcément, on ne va pas forcément voir que les côtés positifs des choses et du pays. Nous, aujourd'hui, effectivement, il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas au quotidien. Ça, j'ai envie de dire que c'était aussi pareil en France. Donc je mettrai l'accent sur le positif parce que je pars du principe où on vient dans un pays pour en apprécier le côté positif et pas non plus pour le dénigrer. Donc je vais plutôt voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Voilà, donc j'espère que ce podcast va vous plaire. C'est parti! Alors pour commencer, je vais vous parler de la notion de la vie de famille qui est au cœur de tout. Je pense que le premier point le plus marquant ici, c'est que la famille est vraiment très très importante et très présente. La plupart des grands-parents sont présents à la sortie des écoles pour récupérer les enfants et prendre le relais avant que les parents ne rentrent du travail. Ici, le système scolaire public demande une plus grande disponibilité et souvent par manque de moyens, ce sont les grands-parents qui font les nounous. Donc les rencontres familiales, elles sont très régulières, elles sont aussi en pleine semaine, les week-ends. À chaque fois que je parle avec des parents, à chaque fois ils nous disent « Ah, mais ce soir on va chez mon frère, ah, ce soir on va chez les parents », etc. Et j'ai l'impression que c'est vraiment très très régulier. Alors bien au-delà de la famille, il y a aussi surtout la place de l'enfant qui est hyper importante. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est l'enfant roi, mais pas dans le sens mauvais du terme. Les parents passent énormément de temps avec leurs enfants. Je trouve que c'est du temps qui est qualitatif. Ils sont vraiment à l'écoute et se rendent disponibles pour eux. Donc, je le vois tous les soirs dans les parcs autour de chez moi. Il y a les parents qui sont là et qui passent du temps avec leurs enfants. Ils jouent avec eux, etc. Le soir, les week-ends, les parents sont là, dehors. Ils poussent les enfants à la balançoire. Ils jouent dans la rue. Enfin, ils sont pas juste là pour les récupérer ou pour les surveiller au parc. Il y a vraiment la notion où ils jouent ensemble. Enfin, je trouve que c'est assez flagrant. Alors que moi, des fois, je suis quand même la première à limite à emmener un bouquin pendant qu'ils jouent à la balançoire. Non, là, les parents jouent avec les enfants. Et le pire, en fait, c'est que les parents sont aussi bienveillants avec les enfants des autres. Donc, si j'ai un de mes enfants qui tombe, je sais pas, à côté du toboggan, j'ai un parent qui va être à côté, qui viendra lui sécher les larmes en lui disant que ben no pasa nada cariño et qui va le consoler jusqu'à ce que j'arrive. Donc cette bienveillance-là, elle est aussi hyper importante. Les Espagnols aiment les enfants de manière générale, c'est pas que les siens. Et en France, on n'a pas ça, je trouve. Alors oui, forcément, un enfant va tomber à côté de nous, on va l'aider à le ramasser, mais ici, il y a vraiment quelque chose en plus. Quand on est dans un bar ou dans un restaurant et que notre enfant fait une crise pour X ou Y raison, la serveuse, c'est pas rare qu'elle arrive et qu'elle apporte un petit sandwich, une petite sucette, un bonbon, pour l'aider à passer son chagrin, pour faire passer le temps, pour aider les parents en toute bienveillance. Et donc vraiment la place de l'enfant dans la famille et l'importance qu'on lui accorde, honnêtement, j'ai énormément appris de ça. J'ai l'impression d'être plus attentive à mes enfants, j'ai l'impression d'être un peu plus à leur écoute.
Après l'école, maintenant, on va au parc, je les laisse se défouler, je leur laisse prendre le temps d'avoir un sas de décompression entre l'école et la maison. Ça, honnêtement, je le faisais jamais en France. Et pourtant, je pouvais le faire, il n'y avait rien qui m'en empêchait, si ce n'est que les infrastructures n'étaient pas forcément adaptées. Alors, prendre le temps même quand on ne l'a pas, aller au parc même quand il fait froid, apprendre à les écouter, ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma relation avec eux. En France, j'avais l'impression que tout était dans le speed, qu'on courait tout le temps, que j'étais toujours en train de leur dire oui ou non pour ci ou pour ça. Ici, c'est différent. Déjà, je ne cours plus ou presque, et on trouve des compromis pour chacun. Donc, même quand on est pressé, bah, on prend toujours quand même 5 minutes pour aller au parc avant de rentrer ou avant d'aller à notre rendez-vous, etc. Donc, aller au parc, j'ai appris à aimer ça. En France, je détestais ça. Et je me fais violence pour ben, leur offrir du temps qualitatif avec leurs amis. Et moi, ça me permet aussi de créer mon réseau en parlant aux autres mamans, etc. Donc, ici, c'est vraiment la bienveillance. Je la sens au quotidien. Et bon sang, ça fait du bien. Alors, autre chose qu'on apprécie particulièrement ici, c'est l'école. Le système scolaire est assez différent du nôtre et je trouve bien plus performant. Donc ici, les parents se plient en quatre pour leurs enfants, j'ai l'impression. L'école coûte cher et au vu des salaires, je ne sais pas vraiment comment les Espagnols font vraiment pour vivre. Donc l'école publique est certes gratuite, mais il faut évidemment payer la cantine et les activités après l'école. Donc certaines écoles terminent les cours vers 15 heures et après soit tu les récupères, soit tu les laisses à l'école et tu les mets aux activités. Mais les activités, elles sont payantes. Donc au niveau flexibilité, on a vu mieux et donc du coup ça fait aussi augmenter le budget. Donc, les parents qui sont actifs et qui travaillent, c'est pas un horaire simple. Donc il faut quand même payer pour pouvoir laisser ses enfants jusqu'à 5-6 heures le soir. Donc c'est quand même un sacré handicap. Alors après, toutes les écoles n'ont pas le même système et c'est ça aussi qui est assez complexe. C'est que l'école publique, d'une école à une autre, et j'ai l'impression d'une région à une autre, ça peut être aussi très très différent en termes de fonctionnement. Donc il faut savoir jongler avec ça. Donc en Espagne, il y a trois types d'écoles. Il y a les publics, il y a les publics subventionnés et les privés. Mais de ce fait, les trois coûtent de l'argent, donc ça va du moins cher finalement au plus cher, parce qu'il y a des privés qui coûtent vraiment très très cher. Donc l'intermédiaire, souvent, c'est les publics subventionnés que l'on appelle les concertados. Donc, mais les concertados, je vois celle qui est à côté de chez nous, elle est quand même à 300 € par mois par enfant, et du coup, ça inclut les horaires, je crois que c'est de 9 heures à 17 heures, la cantine et quelques activités. Donc ça fait quand même, nous on a deux enfants, c'est quand même 600 € par mois d'école. Donc personnellement, moi je trouve ça hyper cher, surtout que les niveaux de salaire en Espagne sont vraiment pas les mêmes qu'en France, donc je ne sais pas comment les Espagnols y font. Bref. Après, le système de choix d'école, il est aussi très différent. En France, on met son enfant près de chez soi ou dans un privé. Ici, en fait, c'est un système de points maintenant où on fait des choix des écoles où on veut mettre nos enfants et en fait en fonction du nombre d'enfants, s'il y a un enfant déjà scolarisé dans cette école, si on est près de cette école ou pas, on a des points et en fonction de ça, on a accès à certaines écoles ou pas. Donc on peut faire le choix de mettre son enfant dans une école à 15 minutes de route de chez soi alors qu'il y en a trois à proximité. Donc c'est un système qui est un petit peu particulier. Mais au moins, ça nous laisse une plus grande flexibilité sur le choix, si on veut vraiment avoir, par exemple, une école bilingue ou si on veut avoir une école où ils ont cours jusqu'à 5 heures, etc. Donc, on a quand même une possibilité assez large. Alors, le niveau scolaire aussi est différent et beaucoup plus élevé qu'en France, j'ai l'impression. Les enfants apprennent à lire plus tôt et globalement, les programmes sont beaucoup plus avancés. Nos enfants sont dans une école privée, donc c'est dans une école en fait où ils font que le cycle 1 et 2. Donc c'est comme un jardin d'enfants, on va dire, avec la partie école. Donc c'est moins cher qu'une vraie école privée de cycle supérieur. Donc lui, il a commencé à apprendre à lire l'année dernière, donc il avait 5 ans. Et il travaille des thématiques qui sont assez poussées, comme les planètes, les pays du monde, le corps humain, mais assez poussées jusqu'au système de respiration, le cerveau, la digestion, etc. Ils apprennent aussi beaucoup l'autonomie.
Et vraiment, le gros plus de cette école, c'est une école bilingue à 50%, donc 50% du temps en espagnol et 50% du temps en anglais. Donc en anglais, c'est pas des cours comme on peut le faire chez nous en France, mais c'est vraiment, ils vont faire des activités en anglais. Donc au niveau de l'apprentissage, c'est vraiment super intéressant parce que la langue fait complètement partie de leur quotidien. Donc au départ, le choix de cette école, elle n'était pas volontaire car nous sommes arrivés en cours d'année, donc nous avons choisi un établissement où on pouvait mettre les deux enfants ensemble, on ne voulait pas les séparer. Donc au final, il n'y avait que celle-ci où on pouvait les mettre dans un budget qui nous semblait cohérent. Et au final, on est tellement contents de cette école qu'on les a laissés jusqu'à maintenant et à la rentrée prochaine, ils vont changer pour rentrer en primaire et probablement dans le système public. Globalement, l'éducation en Espagne, je trouve qu'elle est vraiment très bien. Beaucoup d'écoles publiques proposent des cours en anglais, alors qu'en France, on a encore beaucoup de retard par rapport à ça. Donc ça, c'est un vrai plus. Et je trouve qu'il y a vraiment une pédagogie et une bienveillance qu'on ne retrouve pas en France. Ici, on va vraiment apprendre à éduquer les enfants, on va leur apprendre à gérer les émotions, on va leur apprendre l'empathie. Et tout ça, pour moi, je trouve que c'est vraiment hyper important pour leur développement. Et dernier point au sujet de l'école, ici dans la plupart des écoles, il y a un uniforme. Donc pour le public, c'est uniquement pour le sport. Mais ça aussi, c'est quelque chose que moi j'apprécie et qui me simplifie la vie au quotidien. Ensuite, le style de vie plus tranquille, le fameux no pasa nada. Alors ça, ils sont fous avec ça. Donc j'avais déjà écrit un article dédié au slow life, je vous en avais déjà parlé. Ici, c'est vraiment la non prise de tête attitude en permanence. J'avoue qu'au début, ça nous agaçait fortement, mais maintenant, on a vraiment pris le pli. On voit la vie plutôt en mode slow life. On court moins, on essaye de moins se prendre la tête pour des broutilles, on relativise aussi beaucoup sur les relations humaines. Et on est même moins regardant sur notre montre. Bon, on est quand même toujours plutôt en mode ponctuel, mais on se dit pas que voilà, si on arrive une heure en retard, on envoie un message en disant qu'on arrivera à telle heure, et voilà, et je sais qu'on n'aura pas de remarques à notre arrivée. Enfin, c'est juste normal. Tout le monde est un peu à la cool, et ça, c'est vraiment sympa. Les magasins ouvrent plus tard le soir, ce qui nous laisse aussi le temps de nous organiser après le travail pour faire quelques courses. Je trouve que les exigences sont moins importantes et que la pression sociale aussi l'est beaucoup moins. Par exemple, justement, on en parlait ce week-end ici. En fait, les gens ne sont pas omnibulés par notre profession. En France, quand on va dans une soirée, c'est pas rare qu'au bout de 5 minutes de conversation, la question tombe. Et sinon, tu fais quoi dans la vie? Et ben ici, en fait, c'est pas systématique. On parle de tout, on est content d'échanger et de parler enfants après l'école. Bon nombre de mamans que je côtoie à l'école, je ne connais pas leur métier, je ne sais pas ce qu'elles font dans la vie. Et je trouve ça juste dingue et je trouve que ça met tout le monde au même niveau. On est parents et on n'est pas un statut social. Et ça, franchement, je kiffe. Pour la petite anecdote, quand on est arrivé il y a 2 ans, j'ai sympathisé avec une maman espagnole qui parlait français. Elle m'a tout de suite proposé son aide si jamais on rencontrait des soucis pour l'administration, les papiers, etc. Donc on se voyait très régulièrement au parc le soir, on discutait un petit peu de tout, de rien, de notre intégration, de leur quotidien, etc. Et en fait, elle m'a jamais posé la question sur mon métier, et moi je lui ai jamais posé la question sur son métier. Donc c'est une maman qui en jean basket, plutôt cool, hyper accessible, super sympa. Quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, et là elle me dit qu'elle est juge. Donc voilà, j'ai eu une claque sur le moment parce qu'en fait je me suis dit mais non, en fait ici il n'y a pas de barrière sociale, tout le monde parle avec tout le monde et je trouve ça génial. Enfin, en France, je trouve qu'il y a des niveaux en fonction du travail. On met les gens dans des catégories et c'est hyper difficile. Et pour moi, enfin, je dis ça parce que je l'ai vécu. J'ai été très longtemps en cadre et à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter de travailler pour mettre à mon compte et j'ai eu une grosse période où j'étais mère au foyer. Du coup, j'étais devenue inintéressante pour les gens en fait quand j'étais en soirée et que je leur disais bah je travaille pas, je m'occupe de ma fille. Bah, en fait, il se passait plus rien et je trouve ça un petit peu dommage.
Donc je trouve que cette mentalité, est vraiment très agréable au quotidien. Au moins on juge pas les gens, on les met pas dans des cases, on parle avec tout le monde sans forcément avoir d'a priori. Parce que si j'avais su que ma copine était juge, bah, je l'aurais peut-être pas abordée de cette manière-là. Donc au final, les relations sont beaucoup plus simples, j'ai l'impression. Alors le style de vie, vraiment plus cool, au début, franchement, ça a été très, très compliqué pour nous, en tant que Français, psychorigides, un peu, rigoureux et cetera. C'est un peu complexe. Je vais vous donner une anecdote, concernant notre déménagement. Donc, quand on est arrivé en Espagne, on avait loué une maison et après coup, en fait, elle ne nous convenait pas. Donc après avoir passé des mois à chercher l'appartement idéal, on finit par trouver un qui nous correspondait et qui était surtout proche de l'école des enfants. Donc après avoir pris notre décision, on valide avec l'agent immobilier en disant que voilà, on est intéressé et qu'on souhaiterait déposer un dossier. Donc on donne notre préavis une fois que l'agent immobilier nous confirme qu'il est d'accord pour nous le louer. Donc on a un mois de préavis. Donc on commence donc par trouver un déménageur, on commence par faire nos cartons, et là l'agent immobilier nous envoie un contrat de location déjà au moins 10 jours après avoir validé le fait qu'on prenait l'appartement. Donc il nous envoie le contrat de location via WhatsApp, déjà, bon, on n'est pas très habitué, mais pourquoi pas. Quelques jours après, il nous envoie un message pour nous dire qu'il n'est pas correct, pour un motif juridique, il doit le refaire. Et puis après, plus rien. Donc on relance une fois, deux fois. Et là, il nous dit si, si, ça arrive, je vous le renvoie bientôt, etc. Jusqu'à la veille de notre déménagement, on n'avait toujours pas signé le contrat, mais no pasa nada, l'agent immobilier, tout allait bien pour lui. Donc apparemment, ce n'est pas rare de signer un contrat de location après avoir déménagé, visiblement. Donc nous, ça nous frustrait beaucoup parce qu'on voilà, on se dit bah, nous, on doit rendre la maison et est-ce qu'on va bien pouvoir emménager demain, etc. Donc on a finalement signé notre contrat de location la veille de notre déménagement à 23h. Donc autant vous dire qu'on était un peu furax et surtout que les propriétaires n'avaient toujours pas libéré l'appartement. Donc nous avons emménagé dans un appartement qui n'était pas fini de déménager. Donc une organisation vraiment complexe, mais visiblement ça chagrinait que nous. Il n'y avait que nous qui étions en stress. Et eux, non, pas du tout. Donc voilà, c'est exactement ce type d'anecdote, bon, pour le coup, qui était vraiment assez énorme, mais on a presque tous les mois des petites anecdotes comme ça, ou des choses qu'on trouve complètement absurdes, que les Espagnols, eux, bon, bah, voilà, ils se disent, bon, bah, ça va se faire de toute façon, en gros, il n'y a pas de problème, il y a toujours que des solutions. Alors finalement, ce lâcher-prise et cet optimisme permanent, franchement, ça nous a vraiment déboussolés au départ. C'est vraiment quelque chose à prendre en main parce que nous, on n'est vraiment pas habitués, on fonctionne pas comme ça. Et c'est vraiment un choc, hein, je vous le dis. Alors un autre sujet que j'aimerais aborder avec vous sur notre vie en Espagne, c'est notamment le fait que ça soit pas non plus le monde des bisounours. Donc effectivement, les Espagnols sont vraiment tranquilles, ils lâchent prise, ils sont bienveillants, mais par contre, il y a quand même une dure réalité des choses au quotidien, c'est quand même le travail. Ici, c'est pas l'Eldorado. euh, il y a quand même un taux de chômage qui est très élevé et le SMIC est très bas. On est aux alentours de 900 euros, il me semble, pour 40 heures de travail par semaine avec seulement 4 semaines de congés payés par an. Donc c'est quand même pas beaucoup par rapport à ce que nous on a en France. À Madrid, le coût de la vie est relativement élevé puisqu'on est dans une capitale, donc tout est plus cher qu'ailleurs en Espagne. Donc les loyers sont quand même assez chers malgré tout. Donc moins chers qu'en France évidemment, mais c'est pas les loyers de Paris, mais ça reste quand même relativement élevé par rapport au salaire. Mais surtout le gros point noir, il faut dire, c'est l'administratif. L'administratif ici, c'est un désastre. Alors tous ceux qui me suivent sur Insta le savent déjà. Ils suivent un peu mes coups de gueule de temps en temps. Mais c'est vraiment hyper difficile de trouver des informations correctes. C'est difficile de constituer un dossier complet. C'est difficile de prendre des rendez-vous. Tout est encore beaucoup trop à l'ancienne. Alors là où en France, la digitalisation des services publics a vraiment bien avancé, ici c'est pas le cas. Alors je vous mettrai un petit lien vers un site de l'administration, vous m'en direz des nouvelles.
Ça fait vraiment peur, écrit en caractères 12, des termes qu'on comprend pas, trop de cas, différents. Donc en gros, ça fait 2 ans que nous vivons ici et il nous reste encore pas mal de choses à faire pour être en règle administrativement. Donc ça va bon, forcément de la résidence espagnole, mais ça va aussi au changement de plaque de voiture, ça va au changement de mise à jour du permis de conduire, bon, et forcément tout ce qui est sécurité sociale, où il faut qu'on s'inscrive ici, etc. Donc tout ça, c'est très très lourd et ça prend énormément de temps. Bon, heureusement, une fois que c'est fait, on n'en parle plus, on le fait une fois et normalement après ça roule. Donc voilà, c'est juste un petit avertissement pour ceux qui envisageaient de venir vivre en Espagne. Enfin, le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'était notamment le fait de ne plus dépendre de l'État pour tout. Alors, il faut savoir qu'en Espagne, le niveau de vie est quand même relativement bas, le taux de chômage est assez élevé, donc il faut assurer ses arrières, économiser et faire attention. Ici, il n'y a pas d'aide sociale, pas d'allocation logement, donc on ne peut pas compter sur l'aide de l'État pour vivre. Donc ici, on travaille pour vivre sa vie et basta, il n'y a pas d'assistanat. Donc il y a des bons et des mauvais côtés pour ça, on n'est pas là pour parler politique, mais cela apporte une vraie grande précarité. Mais ça apporte aussi une responsabilité de chacun. On ne peut compter que sur nous-mêmes, alors qu'en France, maintenant, avec du recul, quand j'entends beaucoup de gens râler parce qu'ils ne touchent plus les APL ou parce qu'ils n'ont plus d'aide pour faire garder leurs enfants alors qu'ils ont des trains de vie très très confortables, voilà, du coup, ça, j'ai un peu de mal à l'entendre parce qu'ici, il n'y a rien. Quelqu'un qui gagne 1500 euros pour faire vivre sa famille, il n'a pas d'allocation logement, il n'a pas d'aide pour garder ses enfants. Enfin, on a regardé les sites d'allocation. Franchement, c'est rien, nada. C'est 20 euros par mois. C'est juste, voilà, faut te débrouiller. Donc ça permet vraiment de relativiser vraiment. En France, on est vraiment bien loti, alors même si c'est pas l'Eldorado et qu'il y a aussi ses contraintes, etc. Mais on peut se faire soigner gratuitement. On a des aides sociales pour toutes les typologies de difficultés, on va dire. Et on est vraiment très loin d'être à plaindre. Et je pense que c'est important de le rappeler que c'est pas comme ça dans tous les pays et ça apprend aussi vraiment à relativiser. Et ça, vraiment, je pense qu'on s'en rend vraiment compte quand on sort du système, parce que quand on est dedans, en fait, on se rend pas compte la chance qu'on a. Alors, pour conclure ce podcast, je vous dirais que on se sent bien en Espagne, que pour le moment, on n'a pas très envie de rentrer, pour plein de raisons, non pas parce qu'on rejette la France, mais parce qu'ici, on s'y sent bien, on a trouvé un équilibre vie pro, vie perso, et on trouve que les enfants s'épanouissent très bien dans leur école. Donc on a envie de poursuivre l'aventure ici parce qu'on aussi on pense que les Espagnols ont encore beaucoup de choses à nous apprendre. Et véritablement, je ne pense pas qu'en 2 ans, on puisse totalement s'imprégner de cette culture. Il y a beaucoup de codes ici qui sont très nouveaux pour nous, justement sur le fait, sur la bienveillance, sur le lâcher-prise, sur le fait de simplifier un petit peu sa vie et de privilégier la notion de la famille plutôt que la carrière professionnelle. Nous, on n'a pas été éduqués dans ce sens-là, on a nos carcans, on a nos propres blocages, et c'est vraiment pas en 2 ans qu'on va réussir à passer le cap, il nous faudra vraiment beaucoup plus de temps. Et je finirai sur aussi un autre point qui est très important pour moi, c'est la sécurité. Je peux sortir jusqu'à 3 heures du matin avec mes copines en mini-jupe dans Madrid. Je sais que je ne vais pas me faire embêter. C'est pas forcément le cas en France où je trouve qu'en tant que femme, on nous prive de certaines libertés, notamment celle de s'habiller comme on le souhaite. Ici, les femmes sont très décomplexées et elles assument comment elles sont habillées, elles assument leur forme et ça gêne personne. Et cette liberté, honnêtement, une fois qu'on y a goûté, après on a du mal à revenir en arrière. Après, cette expérience d'expatriation, elle nous permet de porter un autre regard sur notre pays. Donc on adore notre pays, on adore la France, et si on doit revenir, on sera très heureux. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas comme nous, on aimerait que ça se passe en France. Donc on espère vivement pouvoir continuer l'aventure espagnole ici. On croise les doigts, on verra si on a le facteur chance de notre côté. Bon, cette fois, je conclus définitivement, parce que sinon je pourrais parler encore des heures, je pense. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez encore des questions sur l'expatriation, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou rejoindre les groupes Facebook. Donc on a Madrid en famille et Parents voyageurs.
Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas aussi à me contacter par email, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, si vous avez 2 minutes, de laisser un petit commentaire et une petite étoile, ou 2 ou 3 ou 4 ou 5, sur la plateforme de votre choix pour m'aider à gagner en visibilité. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et à mercredi prochain. Ciao ciao.